Aujourd'hui, nous sommes donc le samedi 21 juillet 2018, n'est-ce pas, réunis à mon domicile à Gouvieux, dans l'Oise, pour m'enregistrer sur ma vie d'une façon générale, à la demande de mon grand copain Didier Quiertan, pharmacien à Nogent-sur-Oise, qui est aussi et surtout président actif de l'association SOS Papa, Nord-Pas-de-Calais Picardie, n'est-ce pas, qui tient tout ça à bout de bras et qui réalise un travail formidable. Alors, je vais me présenter dans un petit moment. Je veux commencer quand même par dire que cet enregistrement aurait certainement été beaucoup plus intéressant et brillant il y a quelque temps, au moment où je n'étais pas encore si atteint physiquement, moralement, intellectuellement et à tous les points de vue par la sottise d'un cardiologue qui a réussi en très peu de temps, n'est-ce pas, à faire de l'homme âgé de 91 ans que j'étais un vieillard squelettique décharné, n'est-ce pas, et donc provoquant un œdème cardio-pulmonaire mais gigantesque, avec perte de la peau de ma jambe droite depuis le bout des orteils jusqu'au genou, ce qui évidemment est un handicap considérable aujourd'hui pour faire le travail que nous allons faire d'enregistrement. Alors, me présenter, je m'appelle Jacques Bergez, B-E-R-G-E-Z, n'est-ce pas? C'est le berger qui gardait les moutons en Savoie autrefois. Mais vous savez qu'en Savoie, beaucoup de mots se sont terminés ou se terminent encore par un Z, Avoriaz, Mermoz, Mermaz, etc., qui a dû un beau jour venir en Franche-Comté, n'est-ce pas, et puis séduire par là une franc-comtoise donc qui a fait souche, et c'est pourquoi on trouve beaucoup de bergers en Franche-Comté, de même que dans le sud-ouest de la France. Mais ce mot n'a rien du tout d'une origine espagnole, comme bien souvent on le croit, en disant, comme Victor Hugo, à Besançon, c'est une vieille ville espagnole, n'est-ce pas, naquie en 1802, etc. Non, ça n'a rien à voir, c'est le berger qui gardait les moutons. Et je suis très fier, donc, d'une ascendance agricole. Mais évidemment, tout réagit sur tout, n'est-ce pas, y compris ce que l'on est avant de venir au monde de la part de ses parents, etc. Alors, je suis né, donc, disais-je, le 18 février 1926 à Besançon, une ville extraordinaire qui est enserrée dans la boucle du Doubs, et je suis né dans la partie la plus centrale de la ville, ce qui veut dire que je suis non seulement franc-comtois et bisontin, mais aussi le plus authentique que l'on puisse trouver, n'est-ce pas, quant au lieu géographique de sa naissance. Et j'en suis très très fier, je suis même chauvin quand il s'agit de ma province natale, la Franche-Comté. Bien. Alors, mon père était officier de carrière. Nous sommes originaires, je vous l'ai dit, d'une famille de cultivateurs ou d'éleveurs, etc. Mais mon grand-père, le père de mon père, n'a pas eu de chance quand il s'est agi de faire son service militaire. Il a été pris pour 7 ans. Il en a profité pour faire des études qui lui ont permis, à la suite de son service militaire, de se présenter à un concours administratif, et il est devenu ce qu'on appelait RATCAV. RATCAV, c'était le contrôleur des contributions indirectes, n'est-ce pas, pour les alcools des commerçants, des particuliers, comment dire, on les appelait enfin, ceux qui distillaient eux-mêmes les bouilleurs de cru. Voilà, c'est ça. Bon. Et alors il a fait de ses enfants, d'une part un médecin, n'est-ce pas, d'autre part un Saint-Cyrien, un officier de carrière. Mais mon père, officier de carrière, n'a pas attendu qu'il soit reçu à Saint-Cyr pour commencer la guerre. Il s'est engagé aussitôt qu'il a pu, alors qu'il était en classe prépa, de sorte que les galons qu'il a gagnés, il a terminé la guerre comme lieutenant, il les a eus grâce à sa bravoure sur les champs de bataille. Bien. Mais ça signifie que, officier de carrière, il a fait Saint-Cyr quand même après la guerre, n'est-ce pas, dans la promotion dite des croix de guerre, car tous les officiers qui ont fait Saint-Cyr à ce moment-là avaient tous eu la croix de guerre, n'est-ce pas,
en s'engageant comme simple soldat, ou des fois pour ceux qui étaient un peu plus âgés, comme caporal, qui a un petit grade de sous-officier, donc qu'ils avaient acquis. Et mon père, après la guerre de 14-18, est allé, comme beaucoup d'officiers, n'est-ce pas, dans les colonies, en Algérie d'abord, puis en Syrie, où même là-bas il a construit une route qui portait son nom, la route du lieutenant Bergès, avec ses druzes qu'il adorait. Il était le seul Européen avec eux, etc. Mais enfin, bref, il a passé un certain temps là-bas avant de revenir en France en 1924 ou 25 et à ce moment-là, épouser ma mère, n'est-ce pas, qui était bourguignonne, née à Dijon. Donc je suis matiné, franc-comtois, un petit point de bourguignon, et ça donne un mélange assez explosif, si on peut en juger par l'existence que j'ai eue. Alors, ceci étant dit, donc, je suis né en 1926, la guerre qu'a fait mon père s'est terminée en 1918, c'est-à-dire 8 ans avant. Ça veut dire que toute mon enfance, n'est-ce pas, j'ai entendu parler de la guerre de 14-18, des tranchées, des bombardements, de Verdun, de Douaumont, de tout cela, n'est-ce pas? J'en ai entendu parler chaque fois que des hommes venaient à la maison, soit de la famille, soit des copains de mon père, et surtout quand c'était des copains de mon père qui avaient fait la guerre avec lui ou qui avaient fait l'armée par la suite et tout, et où ils discutaient de ça. Donc moi j'ai baigné, si vous voulez, dans l'après-guerre, dans les histoires de guerre, dans les obus qui tombent de tous les côtés, le trou d'obus dans lequel on se cache, parce que là où un obus est tombé, il va pas en retomber un autre au même endroit dans la demi-heure qui suit, etc. Les marmites 500 kilos qui explosent, qui fichent un gourbi creusé à l'intérieur de la terre ou d'une carrière, complètement sans dessus-dessous, etc. Bon, bref, j'ai vécu dans cette ambiance-là. Et évidemment, toute la période politique d'avant la guerre, n'est-ce pas, ou d'entre les deux guerres, où il y a quand même eu une certaine agitation quand on pense qu'il y a eu le Front populaire en 1936, etc., etc. Des quantités de choses comme ça. Alors, bien, on m'a mis, moi, au à l'école, je devais avoir 3 ans ou 4 ans, dans une école qui était d'obédience catholique et qui s'appelait l'école Saint-Odile à Besançon. Alors on m'y a mis, mais je ne suis pas resté longtemps parce que à la première récréation, n'est-ce pas, dans la cour, ils ont laissé la porte ouverte. Alors, le résultat, ça a été, voyant la porte ouverte et ne me plaisant pas tellement dans cette école, moi, je suis passé par la porte, bien sûr. Et passant par la porte, comme c'était environ 300 mètres d'appartement de mes parents, rue Moncey à Besançon, en plein centre de la boucle du Doubs, n'est-ce pas, dans la plus vieille ville de Besançon, eh ben, je suis allé à la maison, j'ai retrouvé le chemin assez facilement. Mais quand je suis arrivé à la maison, sur le trottoir numéro 7 de la rue Moncey, au lieu de monter les escaliers pour aller voir maman, etc., qui ne travaillait pas, il faut vous dire, je ne vous l'ai pas dit jusqu'à présent, que maman a accouché à la maison et que c'est une sage-femme, comme ça se faisait à l'époque, n'est-ce pas, qui l'a aidé à me mettre au monde. Bien. Elle a fait de même d'ailleurs pour mon frère qui est venu 3 ans plus tard et ma soeur 6 ans plus tard. Et alors, quand je suis arrivé au 7 rue Moncey, il y avait une pâtisserie en bas. Moi, j'ai poussé la porte de la pâtisserie, dans laquelle on entrait tous les dimanches en sortant de la messe pour acheter des gâteaux, n'est-ce pas? Et j'ai dit à la pâtissière, Madame, enfin, je reconstitue maintenant, maman m'a envoyé chercher un gâteau, si vous voulez me le donner. Alors la pâtissière, elle m'a fait asseoir, elle m'a donné un gâteau à manger. Bon. Et quelques instants plus tard, des gens sont arrivés en courant au domicile, là, vous n'avez pas vu l'enfant Bergès et tout, parce qu'il s'était quand même aperçu qu'il manquait un élève. Alors on est allé chercher ma mère au 2e étage, qui m'a récupéré à ce moment-là, tout était bien, qui finit bien. Ma mère a dit, bon, c'est pas la peine de l'y remettre, parce qu'il ne va pas y rester tellement longtemps. Voilà, ça c'est ma première évasion, si on peut dire. Bon. Ouais. Alors, à la suite de ça, je suis resté à la maison et donc ma mère m'emmenait tous les après-midi quand il faisait beau à la promenade Bicot le long du Doubs. Il y a un barrage, etc. C'est magnifique comme promenade, il y a des bêtes là-dedans.
Alors, il faut que j'ajoute encore qu'à cette époque-là, il y avait des classes de garçons et des classes de filles, aussi bien dans les écoles publiques que dans les écoles privées, n'est-ce pas? Et qu'en général, elles étaient côte à côte, géographiquement parlant, n'est-ce pas, dans une ville, un village ou dans une grande ville de la même façon. Bon, bien. Ce qui fait que les garçons vivaient entre eux et les filles entre elles, n'est-ce pas? Et que c'était toujours pour les garçons jusqu'à du moins un certain âge un mystère, ces filles que l'on voyait si proches, n'est-ce pas, et que on ne fréquentait pas. Il y en a qui avaient des sœurs, ils savaient ce que c'était, bien entendu. Il y en a qui en trouvaient dans leur immeuble ou dans l'endroit où ils vivaient pour apprendre à ce qu'est une fille, bien sûr. Mais enfin, cette séparation faisait que on avait un profond respect pour l'autre sexe, n'est-ce pas? On était peut-être très entreprenant, autant que maintenant, si ce n'est même peut-être davantage, parce que précisément plus privé, mais très respectueux aussi. Hein. Jamais à l'époque, dans la généralité des cas, un garçon n'aurait forcé une fille à dévoiler ce qu'elle ne voulait pas lui dévoiler, si vous voulez, ou à faire ce qu'elle ne voulait pas faire. Jamais, jamais. Bon. De la même façon, je saute beaucoup. Quand un homme engrossait, comme on disait, une femme, n'est-ce pas? Eh bien, la solution, c'était d'élever l'enfant qu'il lui avait fait, soit en l'épousant, soit en adoptant l'enfant, soit en le prenant à charge chez lui, etc., y compris avec ses propres enfants ou des choses de ce genre-là. Ma devise, je vous l'ai dit, je crois, honneur, devoir, fidélité, n'est-ce pas, résume assez bien l'état d'esprit de la jeunesse de l'époque. Bon. Alors, pour en terminer avec l'école primaire, donc je dois dire qu'à l'époque, on passait le certificat d'études, sauf dans les lycées qui avaient des classes primaires. Parce que dans les lycées qui avaient des classes primaires, le certificat d'études, c'était l'examen qu'on passait pour entrer en sixième. Mais pour les enfants venant d'autres écoles et voulant rentrer dans les classes secondaires d'un collège ou d'un lycée, il fallait passer un examen de passage. Et tout le monde n'était pas reçu. Tout le monde. Y compris ceux qui avaient eu le certificat d'études, ben des fois ils échouaient à l'examen d'entrée en sixième, mais ils se représentaient l'année suivante, n'est-ce pas? Et c'était à cette époque-là donc très caractéristique, parce que lorsque dans une campagne quelconque, n'est-ce pas, ou une cité industrielle, un enfant se révélait être particulièrement intelligent et capable de faire des études, son instituteur le repérait et faisait tout ce qui était nécessaire pour qu'il entre dans un lycée, qu'il soit reçu au concours. C'était pas un concours, mais un examen qui était difficile, n'est-ce pas, d'entrer au lycée. Et il le lui faisait repasser, le cas échéant, l'année suivante, parce qu'il voulait que cet enfant doué devienne quelqu'un, n'est-ce pas? Ce qui aujourd'hui n'est plus possible. On ne distingue plus les enfants de cette façon-là. On n'a plus le temps, quand on est instituteur ou institutrice, de les repérer, de s'en occuper, etc. Bon. Alors, on passait donc un examen d'entrée pour la sixième. Et puis, on était en droit, quand on avait obtenu son certificat d'études, n'est-ce pas, d'arrêter sa scolarité, qui de toute façon pouvait s'interrompre à 14 ans pour aller en apprentissage ou dans une école professionnelle, n'est-ce pas, pour apprendre un métier. Et à ce moment-là, les artisans, qu'il s'agisse d'artisans, disons, comment dirais-je, non-artistes ou d'artisans artistiques, comme c'est le cas, n'est-ce pas, de certains métiers, de la peinture, de la broderie ou de choses de ce genre-là, bon, prenaient des apprentis pour leur apprendre le métier. Et apprenant un métier à partir de 14 ans, n'est-ce pas, au milieu d'un personnel beaucoup plus âgé qu'eux, mais ces gens-là mûrissaient très rapidement, très respectueusement à l'égard des adultes, apprenaient un métier qui leur rapportait au bout de quelque temps, n'est-ce pas, un petit pécule mensuel, etc., etc., qui leur permettait de s'acheter le vélo, d'emmener la petite amie au cinéma ou n'importe, et ils s'intégraient très bien dans la vie adulte
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ils traînent dans la rue, ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas d'avenir. Voilà. Bon. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a de ça même déjà un peu plus, 30-40 ans, on a instauré la méthode globale pour apprendre à lire. Résultat, ils sont tous nuls en orthographe maintenant. Après, on a instauré les maths modernes, avec les ensembles, etc., etc. Alors que de notre temps, tout individu quittant l'école primaire avec son certificat d'études était capable de faire une règle de 3, de calculer un volume, de calculer la vitesse, le temps qu'il fallait à un bassin, n'est-ce pas, de telle et telle dimension, laissant couler l'eau à telle raison de tel volume par minute ou autre, le temps nécessaire pour qu'il se vide, etc. Ils étaient capables de faire des calculs relativement simples qu'aujourd'hui ils ne peuvent plus faire. Bon. Alors, on vit dans une société qui, en voulant améliorer les choses, a, on peut dire, déstructuré tout ce qui existait, qui était valable, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'on est dans une société aujourd'hui complètement dénaturée, complètement inintéressante. Voilà. Alors donc, moi je suis rentré en 6e dans le lycée Victor Hugo, où j'ai fait toutes mes classes primaires, parce que j'ai été reçu à l'examen d'entrée en 6e, et à partir de là, j'y suis resté jusqu'en première, et j'ai même commencé à redoubler la première. Je vous ai dit, j'ai été plutôt chahuteur, j'ai été mis à la porte un certain nombre de fois. Bon, en général, c'était des chahuts intelligents, on respectait nos professeurs. Nous avions des professeurs qui étaient des idéalistes politiques, par exemple des marxistes, n'est-ce pas? On savait que tel ou tel prof était coco, communiste, comme on disait. Mais jamais un professeur communiste, même d'histoire, n'aurait fait une réflexion relative à son idéal personnel, communiste. Jamais, jamais. Nous avions un professeur d'histoire et géographie qui s'appelait Delacroix. Et lui, il était caractéristique pour ça. Bon. Il ne manquait jamais une occasion de nous parler du grand roi Henri IV ou du grand roi Louis XIV, alors que lui-même était un communiste enragé, et on le savait. Un jour, petite anecdote en passant, ma mère avait trouvé, parce qu'à l'époque on était mal habillés, on ne trouvait plus des vêtements, on ne trouvait rien, ma mère avait trouvé une veste qui m'allait, et vraiment qui m'allait bien, puis qui était bien coupée, etc. Elle était d'une couleur, dans une sorte de brun, voilà, bon, bien. Moi, quand elle a rapporté ça à la maison, que je l'ai essayé, je m'attendais à qu'on en mette deux comme moi dedans, ou je n'y rentre pas. Oh, j'étais heureux comme tout, j'ai dit, avec ça, qu'est-ce que je vais faire comme conquête avec une veste pareille, en sortant du lycée, je vais traîner dans la grande rue et tout. Bon, parce que des garçons vêtus d'une veste comme j'avais là, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Et quand on arrive en classe, là, avec le prof, bon, asseyez-vous, on s'assoit, Monsieur Delacroix est là au tableau, derrière ce bureau, au-dessus de l'estrade, et tout le monde est là, tout le monde s'est assis, bravo. Ah, Bergès, là-bas, notre ami Bargès, mais dites donc, Bargès, vous avez une sacrée veste sur le dos. Oh là 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 là, où est-ce que votre mère a trouvé ça? Et puis alors une couleur, vraiment une couleur, oui, elle est difficile à définir, hein. Je dirais chocolat pisseux. Éclat de rire général dans toute la vie. Voilà le genre. On avait également un pion qui était candidat prof de maths et tout. Il était, mais alors lui, vraiment communiste enragé. Il faisait de la politique, etc. au moment des élections, tout ça. Jamais, dans son cours. Monsieur Haussel, le prof de maths également, jamais on les aurait entendus parler de politique. Alors qu'aujourd'hui, les instituteurs, les profs ne manquent jamais une occasion, si c'est possible, n'est-ce pas, de dénigrer les régimes royaux d'autrefois, qui étaient beaucoup plus libéraux souvent que ceux d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Les régimes, disons,
non pas dictatoriaux, mais enfin les régimes un peu autoritaires qu'on a eus, qu'il était beaucoup moins que ceux qu'on connaît de nos jours et avec lesquels on vit. Bien, jamais, jamais ils n'auraient fait une allusion politique. Ça, c'était impossible de leur part. Et c'est pourquoi peut-être aussi on avait beaucoup d'estime pour eux. Je peux dire qu'on adorait nos profs. On adorait. Quand il y en a un qu'on n'aimait pas, c'était pendant la guerre, après l'occupation de la France, parce qu'il était collaborateur et qu'il n'hésitait pas à parler de ses sentiments de collaborateur. Alors c'était un collabo, les collabos pour nous c'était des ennemis, c'était comme les Schleu, les Bosch, les Fridolin, etc. Tous ces noms qu'on utilisait pour qualifier les Allemands, voilà, les Verts de Gris et compagnie.